Kwe, bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais ça vous informer qu'il est possible qu'il y ait une interruption du Zoom pour une situation qui est vraiment hors de notre contrôle. On vient d'être mis au courant. Alors, soyez pas surpris si toutefois, là, il y avait quelque chose qui plantait. On se donne quelques secondes, puis on revient tous en grand nombre ensemble. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais débuter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Joanne Chéneau. Je suis conseillère en développement et en emploi au Centre de développement de la formation de la main-d'œuvre Huron-Wendat. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'événement Quatarontonk. Cette activité a lieu grâce à une équipe du CDFM en collaboration avec le CEPN, l'Institut de Tchèquepêche et Poimou-Mishkinu, qui ont décidé de mettre en œuvre une initiative financée par Service aux Autochtones Canada, s'adressant, dans un premier temps, aux élèves inscrits en formation générale aux adultes et également à tous les élèves issus d'autres communautés autochtones francophones. L'événement se déroule du 8 au 26 mars. Aujourd'hui, nous sommes à notre avant-dernière journée de notre événement. Notre atelier se situe dans le parcours Santé et services sociaux. Viens découvrir différents services. Pour ce faire, nous recevons 2 organisations qui dispensent des services aux étudiants des Premières Nations. Il est à noter que toutes les activités durant l'événement Quatarontonk du 8 au 26 mars sont enregistrées et disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube Studio CDFM jusqu'au 31 mars. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelques petites consignes, s'il vous plaît. On va vous demander de fermer vos micros. Si possible, de laisser vos caméras ouvertes pour qu'on puisse vous voir. C'est toujours agréable là, de voir des visages des gens qui nous écoutent. Et si vous avez des questions, on vous invite à les faire dans le chat et à la toute fin, il y aura une période pour laquelle on va les demander, on va les transmettre à notre invité spécial. Alors, la première présentation, en fait, est faite par M. Francis Véro-Paul, qui est originaire de Mastoyache. Il est diplômé de l'Université de McGill avec un baccalauréat en sciences et une majeure en psychologie, et il détient également une maîtrise de l'Université de Buckingham en Angleterre. Depuis janvier 2020, il est chef des relations avec les Premières Nations de l'Université du Québec à Chicoutimi pour le Centre des Premières Nations Nikinaté. Donc, le Centre déploie une variété de formations ainsi qu'un service d'accueil et d'accompagnement favorisant la réussite et la persévérance scolaire des étudiants autochtones. Il offre des services de soutien pédagogique et psychosocial répondant aux besoins, enjeux et réalités des étudiants autochtones. Le Centre s'assure également d'offrir un milieu de vie universitaire culturellement sensible et sécurisant. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir M. Paul. Bonjour. Oui, tout le monde. Premièrement, merci pour l'invitation. Merci pour l'initiative au CDFM. C'est vraiment une belle initiative. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Comme Mme Chéneau le mentionnait, je suis chef des relations avec les Premières Nations à l'UQAC depuis, en fait, janvier 2020, donc un petit peu plus qu'1 an. Je viens vous présenter aujourd'hui, j'ai un petit PowerPoint, mais je viens vous présenter un peu quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on fait au Centre des Premières Nations Nikanté à l'intérieur en collaboration, bien sûr, avec l'Université à Chicoutimi. Je viens vous présenter nos services, puis également que vous mentionnez que l'université est réellement accessible. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter un peu ce qu'on fait là, puis notre plan d'action là, au niveau de Nikanté. Donc, je vous partage le document à l'instant. Je vais me mettre en mode plein écran. Tout est correct. On le voit bien. Excellent. Donc, vous voyez, c'est le pavillon des peuples de la culture autochtone là, à Rio Tinto. Dans le fond, c'est le Centre des Premières Nations Nikanté. Juste derrière, on peut apercevoir l'édifice principal de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, c'est vraiment le pavillon des Premières Nations dans lequel on retrouve, là, vous voyez, une salle vitrée. C'est un lieu, ça se veut un lieu de rassemblement pour les étudiants, autant autochtones qu'allochtones. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Vous voyez quelques divans, il y a un écran, il y a également des ordinateurs, des tables de travail. Les gens viennent manger. On organise souvent des activités, des conférences. Donc, c'est vraiment un beau pavillon. Puis également, tous les bureaux là, des ressources qui travaillent au Centre des Premières Nations Nikanté.
ainsi que les bureaux de la Boîte Rouge-Vif, qui est une organisation sans but lucratif là, qui travaille beaucoup avec la recherche puis de la promotion de la culture autochtone. Donc, c'est vraiment un beau pavillon. On est vraiment choyé de pouvoir avoir ce genre de lieu à l'université. Puis, je vous dirais que c'est très, très, très apprécié par les étudiants. Là. Comme je le disais, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à n'importe quelle heure de la journée se rassembler, rencontrent des gens d'un peu partout parce que notre contingent d'étudiants, là, les étudiants viennent d'un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, le Centre des Premières Nations de Canté, je vais essayer de très rapidement là, vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait. Dans un premier temps, on a bien sûr, notre premier mandat, c'est la formation universitaire. Donc, on a des programmes spécifiques qui sont spécifiques aux Premières Nations. En fait, on a 24 programmes. On verra un petit peu plus tard. Je ne les présenterai pas en détail, mais c'est des programmes universitaires, programmes courts, programmes baccalauréat, certificat, quelques programmes en langue. Donc, c'est des programmes qu'on offre qui sont spécifiques aux Premières Nations. Également, on est en contact, étroite collaboration avec les diverses communautés au Québec pour justement répondre aux besoins de formation. Un gros point important là, sur lequel qui est pas mal notre mandat principal, c'est le soutien pédagogique des étudiants. Donc, lorsque vous arrivez à l'UQAC et que vous êtes autochtone, en fait, nous, on a une mission, là, c'est de vous aider, de favoriser votre parcours, de favoriser pour la persévérance puis la réussite scolaire de votre parcours à l'UQAC. Donc, on a des ressources qui travaillent là, qui sont là, autant au niveau pédagogique qu'au niveau du soutien de l'apprentissage, peu importe. Puis, on est aussi le Centre d'amitié autochtone du Saguenay, là, avec lequel on travaille. On a une étroite collaboration également, avec lequel on partage des services. Eux offrent beaucoup des services psychosociaux, puis souvent, ils offrent des repas aussi. Donc, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau milieu. Également, on a un rôle, comme je le disais, oui, on organise des activités au niveau du pavillon, qu'on le voyait là, lors de la première diapositive, mais on organise également des activités culturelles là, pour offrir à toute la population universitaire à l'intérieur des murs de l'UQAC. Donc, on a ce mandat aussi de sensibilisation, de créer des lieux de partage, des lieux de discussion, d'échange, en fait, entre un peu tout le monde. En fait, l'Université du Québec à Chicoutimi également a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, c'est vraiment le fun. C'est un milieu je dirais multiethnique. Donc, beaucoup d'échanges interculturels. Donc, c'est vraiment bien. Puis, peut-être qu'à ce point-là, on a aussi le mandat de recherche là, avec différents projets de recherche au niveau des communautés. Vraiment bref historique. En fait, l'université a été créée en 1969, donc on fêtait, là, moi, à mon arrivée, on était comme dans la 50e, à la fin de la 50e anniversaire de l'université. Puis depuis la création de l'université, l'université s'est engagée là, avec les Premières Nations, a toujours eu des liens étroits, puis des programmes, des gens des Premières Nations qui ont travaillé à l'université. Puis en 2009, le Centre des Premières Nations, auparavant ça s'appelait le Centre d'études amérindiennes, a été créé. Donc c'est une date importante aussi. Puis en 2016, le pavillon qu'on voyait tantôt, c'est en 2016 qui a été construit. Donc, ça se veut vraiment un lieu là, qui correspond, entre autres, on parle beaucoup de sécurisation culturelle, il y a beaucoup de choses en lien avec la culture, notre culture, en fait. Là. Donc, c'est vraiment, comme je disais, apprécié des étudiants. Puis, c'est presque unique. Là. Je pense qu'il y a l'UQAT qui a un peu le même genre de pavillon. Donc, c'est assez unique comme concept. Structure organisationnelle, mais c'était simplement pour vous faire mention que le Centre des Premières Nations fait partie des centres de formation. C'était très bref, je voulais seulement vous le présenter. Donc, je vous présente un peu l'équipe présentement en place. Guylaine Malaison, qui est la directrice des centres de formation, avec qui je partage la direction
Centre des Premières Nations, donc on est en co-direction du centre. Par la suite, il y a Mme Lecomte pour une agente de recherche. Il y a Nathalie Potvin qui est nouvelle coordonnatrice. Elle a fait beaucoup le suivi avec les étudiants lorsque vous voulez vous inscrire, lorsque vous avez des questions par rapport à les programmes. Elle est là pour prendre vos inscriptions, vos admissions, répondre à vos questions en lien avec les programmes, s'il y a quelque chose pour vous conseiller aussi, pour aller vers quel programme vous pourriez aller et tout ça. Mais également, tout au long de votre parcours, là, c'est quelqu'un qui va être présente. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on a développé aussi à Nikanté, d'avoir ce lien très près avec les étudiants. Tu sais, pour nous, c'est extrêmement important d'être à l'écoute de vos besoins, d'être là pour vous supporter, puis vous aider, puis vous faciliter le plus possible, dans le fond, votre parcours scolaire, parce qu'on sait que il y a d'autres enjeux aussi. Donc, nous, on essaie au niveau académique que tout soit bien encadré. Il y a Mme Julie Roch qui est nouvellement arrivée avec nous aussi. Elle est arrivée, ça fait près de 2 semaines. Une Inou de Maliotenam. Donc, elle est chargée de gestion. Donc, elle fait beaucoup aussi quelques liens avec les étudiants, mais beaucoup les liens avec ce que je parlais tantôt, entre autres les activités culturelles, certains liens avec les communautés aussi avec moi, bien sûr. Elle a cette connaissance-là. Elle a déjà été directrice du Centre des adultes, entre autres. Puis, le soutien aux étudiants, comme je disais tantôt, on a 2 ressources. Premièrement, on a Mylène Girard qui est beaucoup, elle est plus spécifique au soutien en français. Donc, si vous avez des besoins au niveau du français, elle est là elle a des ateliers, des suivis individuels. C'est extrêmement populaire. Il y a des tests aussi spécifiques lorsque tu arrives à l'université, que dans certains programmes que tu dois passer en français. Puis, elle est là pour accompagner les étudiants. Puis, elle est arrivée cette année, tout comme Laurie Lavoie. Puis, sincèrement, on crée vraiment un beau lien avec les étudiants. Les étudiants les interpellent beaucoup. Ils échangent beaucoup ensemble. C'est vraiment un franc succès. Tout ce qu'ils essaient d'être novateurs dans leur façon de faire, créer des nouveaux outils pour le suivi et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. Laurie, que j'ai mentionné, Laurie Lavoie, mais elle est plus au soutien à l'apprentissage. Donc, puis elle travaille aussi avec le service aux étudiants de l'Université de l'UQAC, en fait. Donc, elle fait le lien avec les différents services. Elle a des ateliers, un peu le même style que Mylène, dans le fond, mais c'est juste que c'est plus au niveau du parcours d'étudiant, gestion de stress, gestion d'apprentissage, comment travailler avec les outils, par exemple, sur Moodle, des choses qui sont utilisées par des professeurs et tout ça. Bien, elle est là pour vous accompagner, tout ça. Puis, Josée Renaud, qui est à l'accueil, qui est la secrétaire de direction et de module, avec qui je travaille très étroitement. Donc, on a vraiment, vraiment une belle équipe. Puis, probablement qu'il y aura d'autres ressources là, éventuellement qui s'ajouteront à l'équipe. Ce que je voulais vous parler beaucoup, comme je le disais en entrée de jeu, c'est l'accessibilité aux études. C'est quelque chose qu'on a identifié là, sur lequel nous, on travaille puis qu'on veut que Nikanté travaille déjà, mais qu'on veut mettre encore plus d'emphase sur cet aspect-là. L'accessibilité aux études postsecondaires ou universitaires, si vous préférez. Parce que oui, c'est vraiment accessible. On met beaucoup de choses en place présentement là, pour justement améliorer l'accessibilité aux études, soit dans un premier temps, comme je le disais, on a des programmes qui sont spécifiques aux étudiants des Premières Nations. Mais il y a également, dans certains programmes, on réserve des places pour des étudiants autochtones, un peu comme Mme Picard va vous présenter après moi au niveau de la médecine. On est en train de recréer le même disons, concept là, dans certains programmes, entre autres en travail social, probablement en soins infirmiers. Donc, les programmes de santé et services sociaux, c'est beaucoup demandé par les communautés puis par les étudiants. Puis c'est quand même des programmes qui sont contingentés, donc il y a une grande demande une grande demande autant allochtones qu'autochtones, mais on réussit à mettre en place présentement des places qui seront
réservé à des étudiants autochtones. Donc, voilà une des façons là, sur lesquelles on peut améliorer l'accessibilité aux études. Donc, voilà. Puis, on travaille toujours aussi pour promouvoir, comme je disais, les études postsecondaires. Donc, on aimerait beaucoup augmenter encore plus le nombre d'étudiants. On a beaucoup d'étudiants autochtones qui fréquentent l'Université du Québec à Chicoutimi. En fait, je vous dirais qu'on est l'université depuis plusieurs années qui a le plus d'étudiants autochtones. On parle d'au-dessus de 400 étudiants à chaque année, donc c'est quand même beaucoup. Puis on aimerait, c'est sûr, augmenter le nombre, continuer à promouvoir les études universitaires, mais dans un deuxième temps, notre but, c'est qu'une fois que vous êtes admis à l'université, que vous travaillez, que vous venez à l'université, si bien sûr vous êtes ouvert à ça, nous, ce qu'on veut, c'est augmenter le taux de diplomation. Donc, on met tous les outils possibles en notre pouvoir pour faire en sorte que votre parcours scolaire sera une réussite. Puis, on est toujours aussi à l'écoute de vos suggestions, de vos besoins. On est très accessible. Puis là, encore plus que jamais, même s'il y a eu cette pandémie-là dans la dernière année, ça fait en sorte que ça a créé des nouveaux outils virtuels avec lesquels on peut travailler. Puis également des programmes présentement sur lesquels on travaille, qu'on va aller sur les communautés. Donc, entre autres, au niveau des communautés Atikamekw, on aura un programme court qui va débuter. On va aller au niveau de Mashtehats aussi. Même au niveau de la Côte-Nord, on va aller donner des cours à même la communauté. Puis il y a également la formule à distance là, qui sera qui va sûrement perdurer dans le temps après, lorsqu'on pourra revenir en temps normal, si on veut, après la pandémie. Ça sera offert aussi de pouvoir suivre des cours à distance, qui est quand même quelque chose, je crois, qui au niveau de l'accessibilité est très, très, très intéressant. Donc voilà, je ne vous présenterai pas tous les programmes qu'on peut offrir, là, mais c'est les programmes qui sont spécifiques aux Premières Nations, comme je vous le mentionnais tantôt, des certificats, des programmes courts, également des DES, donc diplôme d'études supérieures, puis également le baccalauréat là, au préscolaire primaire. Sécurisation culturelle, ben, j'en ai glissé un mot tantôt. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire, puis c'était quelque chose avec lequel l'université était déjà engagée, c'est d'organiser des activités, oui, mais aussi on veut encore pousser encore plus loin, dans le fond, la reconnaissance là, historique de notre présence en tant que Première Nation. Donc, on essaie de créer différentes choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est sûr que là, il va y avoir le pavillon qui va être rénové, mais il y aura à l'intérieur des murs de l'UQAC, là, pas juste au pavillon que je vous ai présenté tantôt, mais moi, je trouve ça super, super le fun, super intéressant en tant que Première Nation, en tant que Kilnu de Mashtehats, de voir des pancartes, des affiches, en fait, en langue Innu puis en langue Atikamekw à l'intérieur même des murs, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de professeurs aussi qui travaillent avec nous pour organiser différentes activités, donc c'est vraiment bien. Beaucoup de gens de l'externe aussi qui viennent nous appuyer. D'ailleurs, il y a M. Martineau, que probablement vous connaissez, qui est venu dernièrement avec nous à l'université pour offrir une formation là, à certaines ressources de l'université. Donc, les gens veulent plus en connaître. Nous aussi, on veut plus en connaître. On veut créer des ponts, des échanges, du partage. Donc, on travaille constamment à ce niveau-là. Puis aussi, comme je vous le disais, il y a la salle Nitunua Itun. C'est la salle vitrée que je vous présentais tantôt. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau lieu, ouvert à tout le monde, un lieu de rassemblement, d'activité. Puis, on est chanceux à Chicoutimi aussi. On a la forêt, la réserve faunique des Laurentides, là, qui est à 15 minutes d'ici. Puis, tout de suite à l'entrée du parc, il y a la forêt d'enseignement Simon-Couche, où on organise aussi des activités. Puis, c'est quelque chose que, moi, je me souviens dans mon parcours, là, j'ai fait mon parcours dans des villes à Montréal et tout ça. Puis,
ma maîtrise en Angleterre, puis il y a des périodes de l'année où j'aurais eu besoin de retourner dans la nature, de me ressourcer. À l'automne, je ne pouvais pas aller à la chasse parce que j'avais des cours, mais on est chanceux à l'université parce que juste à côté, puis avec le Centre d'amitié autochtone du Saguenay, on organise des activités. Parfois, les gens couchent là. L'année passée, le printemps passé, le Centre d'amitié a fait des activités avec des tentes. Les gens ont couché là, plein d'activités organisées. Il y a possibilité aussi de même offrir des cours parfois dans ces lieux-là. Donc, tu es vraiment en pleine forêt. Donc, à tout le moins, tu n'étais pas chez toi, tu n'étais pas chez vous, mais tu es quand même en forêt. Donc, c'est un beau lieu de ressourcement, selon moi. Puis, donc voilà. Je pourrais vous partager aussi un peu plus tard un lien, peut-être après la rencontre, là, des témoignages d'étudiants aussi qui témoignent un peu de leur passage là, à l'UQAC, puis qu'est-ce que le Nicanté un peu leur a offert, puis tout ça. Donc, présentation des services, mais comme je vous disais, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase, dans le fond. C'est qu'on va accompagner les étudiants de toutes les façons possibles qu'on peut le faire, en fait, qui est en notre pouvoir, puis en créant aussi des collaborations avec des acteurs externes tels que le Centre d'amitié, service aux étudiants. Il y en a qui ont juste pas besoin, mais pour plusieurs, ça correspond aux besoins. Puis comme je le disais, on est vraiment ouvert là. On échange beaucoup avec les étudiants. On a notre page Facebook qui semble banale, mais en fait, on publie beaucoup de choses sur notre beaucoup de choses en lien avec bien sûr l'université, avec nos services sur notre page Facebook. Les gens écrivent via notre Facebook aussi. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, qui est très accessible, facilement accessible. Pour la plupart, on a tous Facebook, donc c'est le genre de choses qu'on a en place. Puis, c'est ce que je vous ai présenté tantôt. En fait, c'était le soutien aux étudiants là, que je vous parlais, que présentement, c'est Laurie Lavoie qui travaille à ce niveau-là. C'est les différents termes qu'elle peut aborder, gestion du temps, gestion du stress. Elle peut vous aider dans les travaux longs, dans les études à deux, des exposés oraux, il y en a plusieurs qui font des retours aux études après plusieurs années. Donc, elle est là pour faire des ateliers individuels, pour vous suivre au long de votre parcours et tout ça. Donc, c'est très, très, très apprécié. Puis, comme je vous disais aussi tantôt, le soutien en français là, pour les différentes épreuves ou tout simplement un soutien en français général, possible de prendre rendez-vous avec ces ressources-là. Donc, je terminerai avec quelques chiffres. Donc, 400 à l'automne 2020, comme je vous le disais, au-dessus de 400 étudiants, 450 étudiants en fait en 2020. Plus de 50 ans de formation à l'UQAC auprès des Premières Nations depuis 1969. 29 ans d'existence pour le CPNN, présentement 24 programmes. Plus de 2400 étudiants autochtones depuis 1991. Donc, c'est vraiment beaucoup d'étudiants. 32 communautés desservies, toutes les nations en fait touchées. On a des étudiants, comme je le disais, de partout au Québec. Puis, on a 2 programmes délocalisés, mais plus à venir. Qu'est-ce que ça veut dire délocaliser? C'est comme je le disais, c'est qu'on va donner des programmes là, parfois sur les communautés, des cours en même les communautés. Comme à l'automne prochain, on est supposé d'aller, entre autres, à Wemotaci pour un programme en développement socio-économique, donc en administration. Puis un programme au niveau de la transmission d'une langue autochtone qui débutera à Mach-Théâtre à la fin avril. Donc, il y aura des cours éventuellement sur la communauté. C'est sûr que la situation présentement ne le permet pas, mais ce qui est prévu, c'est 5 cours de 3 crédits. Donc, il y a un bloc, le 3/4 des cours, en fait, se donnera à Mach-Théâtre. Donc, lorsque je parlais d'accessibilité aux études, c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille à Nicanté, puis qu'on travaille avec l'université, puis dont l'université aussi a vraiment, vraiment une belle ouverture. Donc voilà, j'espère que ça mettrait fin à ma présentation du Centre des Premières Nations Nicanté à Chicoutimi. Je continue à... Merci encore une fois pour l'invitation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, mais si jamais
vous pouvez communiquer avec nous via notre, comme je disais, vous abonner à notre page Facebook, juste d'aller la liker. Sinon, je suis toujours aussi disponible pour questions, commentaires, quoi que ce soit. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup, Tishkumtan. Merci beaucoup, M. Véraud, d'être venu nous présenter là, le centre Nikanité. En fait, moi, je peux vous dire que je fais partie des 2400 élèves qui ont gradué à l'Université du Québec à Chicoutimi et j'en suis vraiment fière. Pour les prochains étudiants qui iront à votre centre, je trouve que c'est vraiment extraordinaire ce que vous avez mis en place pour eux. Là. Je trouve que c'est un avantage incroyable. Puis, je pense que c'est à considérer aussi dans le choix d'une université là, quand tu t'inscris, de voir ce qui est mis en place pour toi en tant que Première Nation. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ou sinon, on va laisser aller M. Francis Véraud puisqu'il y a quand même un agenda très chargé. Mais merci beaucoup encore une fois, sincèrement, merci. Merci. Merci tout le monde, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler en tout temps. Allez liker notre page Facebook aussi, c'est un moyen facile pour communiquer avec nous. Puis l'université, là, c'est très, très, très accessible. Donc, merci. Bonne continuation. Puis, si vous voulez, là, quand vous me partagerez le lien, moi, je pourrais le mettre sur la page là, Facebook des élèves du CDFM pour un partage avec eux. Excellent. Merci, au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bon, maintenant, on poursuit avec notre deuxième invitée. En fait, ça se trouve à être Mme Sophie Picard. Sophie, elle travaille à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec-Labrador. Sophie, elle est Wendat de Wendake. Depuis une quinzaine d'années, elle travaille à la Commission de la santé à titre de gestionnaire des services de santé. Elle est inspirée par la jeunesse et croit profondément aux capacités des Premières Nations et des Inuits. Elle souhaite transmettre de l'information relativement à un partenariat que la C3SPNQL a établi avec les 4 facultés de médecine du Québec, en plus de vous encourager à explorer un métier dans les domaines de la santé et des services sociaux. Alors, Sophie, bien heureuse de t'avoir avec nous cet après-midi. Merci. Je te laisse la parole. Merci, Joanne. D'abord, j'invite ceux qui ont la possibilité, évidemment, à ouvrir leur caméra. Si vous êtes capable pour la première partie de la présentation, puis si vous n'êtes pas capable, on vous comprend, il n'y a pas de problème. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Merci, Joanne et toute l'équipe du CDFM là, d'avoir pensé à nous. Merci, M. Picard, d'ouvrir votre caméra. On a vu la pointe de votre casquette, c'est intéressant. Bonjour, Mme Tchermich, c'est intéressant de vous voir aussi. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres, mais avant que je me présente aujourd'hui, j'ai eu des discussions avec Joanne, préparatoires, évidemment, pour répondre à vos besoins. Puis elle m'a dit, tu sais, ce serait le fun que ça soit dynamique, que ça soit intéressant, puis moi, je présente un programme avec des objectifs, des indicateurs, j'ai des beaux graphiques. J'essayais de rendre ça intéressant et stimulant. Et d'habitude, moi, dans la vie, je suis gestionnaire des services de santé. Alors, je présente pas des programmes comme ça. Il y a des gens dans mon équipe qui le font tellement bien, mais moi, c'est pas nécessairement ma force. Mais étant donné qu'il y a 2 absents plutôt qu'une dans mon équipe, j'ai accepté de le faire. Et j'ai donc essayé de trouver des moyens avec mon niveau de créativité qui est limité pour rendre la chose intéressante. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, ni avec mon chum, ni avec mes parents, ni avec quiconque autour de moi. Je vais d'abord vous présenter mon parcours. Alors, ça se peut qu'il y ait de l'émotion, ça se peut que ce soit ennuyant. Je vous prépare, ce ne sera pas long. Fait qu'inquiétez-vous pas, ça, c'est sûr, ce ne sera pas long. Mais au moins, je vais faire mon possible pour vous présenter mon parcours avec mes lunettes. Parce que, évidemment, que mon parcours avec les lunettes des autres, ils ont vu des choses que peut-être moi, je n'ai pas vues ou peu importe. Mais moi, je peux vous dire comment moi, je me suis sentie tout au long de ce parcours-là. Puis, je vais arriver à vous présenter un autre parcours qui est très différent de le mien, probablement plus intéressant tout de suite après, mais je veux commencer par moi d'abord. Alors, étudiante au secondaire au Mont-Saint-Sacrement, école privée qui ne fitait pas du tout avec le type de personnalité que j'avais. Belle école dans les bois, merveilleux, mais moi, j'étais
disons, j'avais besoin de plus d'air et de grandeur et de monde, etc., et de liberté. Alors, je me suis ramassée à l'école Roger Comtois. J'avais pas nécessairement de facilité à l'école. C'était un enjeu. Mes performances sportives étaient très élevées. J'avais beaucoup de leadership sur le plan social. Ça allait bien. J'étais dans l'équipe de basket, je performais, ça allait très bien. Mais quand venait le temps de faire les travaux, puis quand venait le temps d'avoir des bonnes notes, puis quand venait le temps de réussir des cours, c'était plus difficile. Puis de faire les devoirs, ben là, j'avais peu de temps pour ça, évidemment. Alors, ça a donné comme résultat que tout au long, je vous mets un peu de rire à travers ça, là, mais ça a été difficile sur le plan académique là, tout au long de mon parcours secondaire. J'ai fini par comprendre que j'avais juste peu ou pas d'habileté scolaire, là, puis c'était ça la vie, puis j'avais quand même des belles qualités. Là, je me sous-estimais pas, je savais que j'étais bonne à certains égards, mais au niveau de l'école, c'était pas très bon, sinon pourri. Alors, j'ai réussi à croire ça pendant plusieurs années, mais j'avais aussi l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, là, qu'il fallait que j'étudie. Mes parents me disaient, si tu n'étudies pas, tu ne réussiras pas. Puis il y avait cette équation-là à l'époque là, qui était bien présente dans la bouche à tout le monde. Alors, j'ai donc vu passer une offre de formation au CDFM. C'était à l'époque un AEC, une attestation d'études collégiales en tourisme. Alors, moi, j'aimais voyager, puis j'aimais le tourisme, évidemment. Là, j'aimais les événements. Il y avait une partie événementielle là-dedans, mais je ne voulais pas faire ça de ma vie, là, travailler dans le monde touristique. Ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Mais le cours m'intéressait. Alors, j'ai décidé de m'inscrire. Alors, j'étais confrontée une fois de plus à moi-même qui réussissait pas bien, puis qui n'était pas assidue dans ses devoirs, puis qui n'était pas assez disciplinée, puis qui n'avait pas de bonnes notes, etc. Alors, j'ai accepté de m'inscrire et là, j'étais dans un contexte adapté avec un encadrement qui me permettait d'avoir confiance, d'avoir des défis, d'avoir des objectifs, d'aller à mon rythme, d'être respectée, d'être entourée de gens qui étaient des Premières Nations avec des dénominateurs communs. Il y avait des gens de tous les horizons, là, de toutes les communautés, de toutes les nations. Alors, ça m'a permis plusieurs choses, ce parcours-là. Ça m'a permis de comprendre le tourisme, mais je n'ai jamais voulu travailler là-dedans, puis encore aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Ça m'a permis d'apprendre à me discipliner. Ça m'a permis de comprendre que j'étais capable d'avoir d'excellentes notes. Écoutez, à chaque fois que je déposais un travail, là, j'avais la compétition envers moi-même d'aller chercher le plus haut score. J'étais dans un autre mindset. Là. J'étais vraiment ailleurs que quand j'étais au secondaire. J'ai découvert que je pouvais avoir le meilleur résultat, puis je pouvais être au-dessus de la moyenne, puis je pouvais travailler fort, puis essayer d'en donner un peu plus. Puis, alors, j'avais les capacités, j'avais aussi la motivation. Parce que l'environnement, mes collègues étudiants étaient cool, ça fitait dans l'environnement aussi sur le plan culturel. Alors, je me sentais bien là-dedans. Fait que là, j'ai découvert que je n'étais pas si poche que ça. Puis là, ben, j'ai continué mes études avec différents croches. Là. J'étais allée à l'université, puis j'ai étudié différentes choses. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce qui m'intéressait. Mais je voulais juste vous parler de ce parcours-là parce que j'imagine que certains d'entre vous pourraient faire des parallèles avec ce que vous vivez ou ce que vos amis vivent ou ce que vous avez vécu. Je ne sais pas comment ça se passe au CDFM pour vous autres, mais ce que je veux vous dire en conclusion de mon parcours, c'est que après ça, j'ai décidé d'aller j'ai eu un poste au niveau de la commission de la santé comme gestionnaire en santé. Puis après ça, je me suis dit, je devrais aller me chercher une maîtrise en administration publique. Là. On se rappelle que j'ai toujours un petit doute que je vais être capable de réussir parce que il a été là toutes ces années-là de secondaire et primaire. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à l'École nationale de santé j'allais dire de santé publique, là, on est trop dans la santé publique, l'École nationale d'administration publique pour faire une maîtrise. Et j'ai vraiment très, très, très bien réussi. J'ai ramassé un prix, j'ai travaillé fort, mais je me suis dépassée, j'étais fière de moi. Alors, ce qui pour moi, là, écoute, des études à la maîtrise, là, ce qui pour moi était vraiment, vraiment inimaginable, là, a été atteignable. Puis aujourd'hui, j'en suis fière, mais j'en suis pas juste fière. Je suis vraiment mieux équipée pour servir les Premières Nations parce que pour finir ma présentation, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de servir les Premières Nations.
Alors, je ne connais pas vos champs d'intérêt, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous stimule, mais moi, je vous le dis, là, je l'ai dit ce matin à ma patronne, j'avais une discussion avec elle. Ce que je vais faire l'année prochaine, puis dans 5 ans, c'est de servir les Premières Nations. De quelle façon? Je ne le sais pas. Là, pour l'instant, ça fait 15 ans que je suis assise dans le même poste, puis je sers les Premières Nations au niveau de la santé, mais peut-être que je vais changer d'orientation. Je ne sais pas ce qui s'en vient pour moi, mais une chose qui est sûre, c'est que je vais servir les Premières Nations. Je voulais faire une petite parallèle pour faire un clin d'œil au CDFM, mais à vous autres qui étudiez là, comme de quoi que ce parcours-là peut vous projeter vraiment plus loin et vraiment où vos aspirations, plus loin étant pas nécessairement à des niveaux de doctorat, là, je veux dire plus loin selon vos aspirations puis vos motivations. Parenthèse fermée sur le « je me moi », là, je vais essayer de me concentrer sur un programme, mais aussi un parcours d'une autre personne. La personne que je veux vous parler pour introduire ma présentation, qui est plutôt ennuyante là, au niveau de mon PPT, mais elle a un parcours qui est vraiment pas ennuyant. Alors, c'est une jeune qui s'est pointée à l'université, qui a appliqué en médecine, je ne sais pas combien de fois, et qui a essuyé des refus d'année en année. Assez qu'elle s'est rendue au doctorat en soins infirmiers parce qu'elle a été refusée chaque année en médecine, puis à un moment donné, c'est de fil en aiguille, elle a fait une maîtrise en soins infirmiers, puis après ça, elle est allée au doctorat. Elle a eu un enfant. Fait que là, elle ne correspondait plus pantoute avec la jeune de 22 ans qui rentre à l'université avec les sciences pures. Là, on n'était plus là-dedans. Elle était maman avec un conjoint. Elle étudiait au doctorat, commençait un doctorat. Donc, elle avait quelque chose comme 28 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Alors, je veux juste vous parler d'elle parce qu'elle était tellement convaincue, puis en passant, elle m'a donné la permission là, de parler d'elle. Elle était tellement convaincue de l'importance de poursuivre dans ce rêve-là qu'elle avait de devenir médecin, qu'elle a continué à appliquer jusqu'à temps que, quand elle a débuté son doctorat en médecine, elle a été admise. Elle a été admise par le contingent que je vais vous présenter, là, le programme que je vais vous présenter. Mais aujourd'hui, cette jeune fille-là, de l'époque qui est encore plus jeune, a eu un deuxième enfant à travers son parcours universitaire, est en train d'étudier pour devenir psychiatre. Alors, c'est quelqu'un de nos nations. Et un jour, je l'ai déjà rencontrée dans un 5 à 7, puis elle m'a dit, tu sais, Sophie, elle dit, mettons vite, là, si je te demandais, là, c'est quoi selon toi ce qui serait plus utile comme spécialité au niveau des Premières Nations, ça serait quoi, là? Bien, j'ai dit comme ça, là, rapidement, ça serait la psychiatrie parce qu'on a des enjeux importants au niveau de la santé mentale, les dépendances, etc. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, elle est en psychiatrie. Elle n'est pas en psychiatrie parce que Sophie a suggéré ça, je n'ai pas cette prétention-là, évidemment. Mais elle est en psychiatrie parce que c'est le besoin le plus important à ses yeux. Et moi, je suis toujours en accord avec ça au niveau des Premières Nations. Alors, c'est quand même quelque chose. Je vous disais que moi, j'avais l'ambition de continuer à servir les Premières Nations. Bien, il faut croire qu'elle aussi, puis elle est rendue à une spécialité. Alors, de la fille qui a essuyé des refus, mais qui a continué à se battre pour avoir une place en médecine, bien là, aujourd'hui, elle est allée chercher une spécialité en psychiatrie. Alors, c'est pas peu dire, ils en prennent peu par année en psychiatrie. Alors, c'est quand même intéressant, selon moi, comme parcours. C'est un parcours, souvent, nos étudiants au niveau des Premières Nations en médecine, parce que c'est de ça que je vais vous parler, ils sont souvent différents de ce qu'on voit habituellement d'un jeune alloctone, là, de Québécois qui rentre au cégep, qui va faire des sciences pures ou sciences nature aujourd'hui que ça s'appelle. Puis là, après ça, bien, qui s'en va en engineering ou qui s'en va dans les métiers de la santé, etc. Les parcours des Premières Nations, souvent, ils arrivent avec des enfants, ils arrivent à un âge plus élevé pour différentes raisons. Mais c'est comme ça que je vous introduis la présentation. Alors, je vais faire un partage d'écran. Évidemment que ça ne devrait pas marcher. Si tout va bien, je vais avoir besoin de votre collaboration pour me dire si vous voyez l'écran, si je suis en mode présentation. Là, je vous demande de me dire si puis je ne vous vois pas. La seule que je vois, c'est Mme Tchernish. Est-ce que vous voulez me faire signe si vous voyez la présentation? Ou quelqu'un peut parler? Pour l'instant, Sophie, on ne la voit pas, la présentation. D'accord. OK. On va attendre, ne bougez pas. Je vais juste la tasser celle-là, là. OK. Comme ça. OK, c'est ça, il fallait que je clique 2 fois. C'est beau. Est-ce que vous la voyez maintenant? Oui, je le vois. Super. Merci. On est content quand on entend ça.
Attendez, là, c'est un petit peu difficile, fait que je vais faire ça comme ça, le Python-là. Pourquoi qu'elle ne se met pas en mode présentation? OK. Elle est en mode présentation. Super, oui. OK. Alors, Tout c'est fonctionne. parfait. Merci. Alors, rapidement, parce que comme je vous disais, c'est un petit peu drabe et c'est pas très dynamique comme façon de présenter, mais ça fait partie du programme. Je veux vous dire que le programme a été mis en place puisque en 1995, l'Organisation mondiale de la santé a dit « Attends un petit peu là, ça prend des efforts pour former des médecins autochtones qui vont servir les populations autochtones. » Alors, le Québec, les 4 facultés de médecine au Québec se sont réunies pour développer un programme, mais développer un programme, c'est un programme au niveau de l'admissibilité. OK? Ce n'est pas un programme spécifique, un peu ce que nous parlait tout à l'heure M. Paul Véro-Paul. Lui, il y a des programmes spécifiques. Moi, je parle de programmes au niveau de l'admissibilité en faculté de médecine. Alors, donc, comme je vous disais, c'est l'OMS qui a proposé ça aux différentes facultés de médecine en leur disant que c'est inconcevable qu'on n'ait pas plus de représentation de Premières Nations, des Inuits en médecine qui pratiquent dans les communautés. Donc, en 2008, en 2007 précisément, l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador a été sollicitée par les 4 facultés qui leur ont présenté là, le programme qu'ils souhaitaient mettre en place. Alors, l'objectif, c'était de former des médecins, évidemment, qui allaient offrir tôt ou tard des services dans nos communautés ou auprès de nos populations. Et évidemment, je vous parlais de la jeune la jeune est moins jeune un peu aujourd'hui, mais qui est en train de finir comme psychiatre. Bien, il n'y a pas une communauté, bien, peut-être qu'il y en aurait. Faudrait étudier la question, mais au niveau du bassin, il faut qu'il y ait suffisamment de marché pour installer un psychiatre dans une communauté ou dans une région. C'est comme ça que ça fonctionne, là, le positionnement de ces spécialités-là. Puis c'est la même chose en pédiatrie, c'est la même chose dans tous les domaines spécialisés. Donc, elle n'ira pas nécessairement travailler dans une communauté, mais elle peut desservir un ensemble de communautés, elle peut faire de la télépsychiatrie, il y a bien des choses qui peuvent être faites. Donc, former des médecins, oui, qui vont offrir un service dans nos communautés, mais qui vont aussi offrir, qui vont sensibiliser leurs collègues. Tu sais, moi, je dis tout le temps qu'ils vont redonner de façon directe, donc en offrant des services directs aux communautés, aux gens, ou de façon indirecte, en sensibilisant les collègues, en favorisant la mise en place d'ententes de services pour les communautés des Premières Nations. Alors, à mon sens, à moi, là, puis ici, il s'agit bien de juste moi, ils ont un devoir moral de redonner aux Premières Nations, puisqu'ils bénéficient d'un programme adapté là, pour faciliter leur intégration dans le programme de médecine. Mais c'est bien mon idée à moi. Alors, un autre objectif, c'est de sensibiliser les futurs médecins aux réalités des Premières Nations. Alors, on offre dans les 4 facultés des sessions d'information ou de sensibilisation à la culture, mais aussi aux réalités, à la structure de service au niveau des soins de santé. Ensuite, de mettre à la disposition des étudiants des programmes de mentorat, aussi de valoriser les carrières en santé dans sa globalité, et aussi des stages et des formations cliniques dans les communautés. Alors, c'est aussi le cas actuellement. Alors, je vous fais grâce des détails entourant la cotère puis toutes ces affaires-là là, pour entrer en médecine, là. Mais je suis obligée de vous parler de la cotère parce que c'est la façon de mettre un pied dans le programme d'admission. Alors, pour entrer dans le programme d'admission comme étudiant collégien là, en provenance des cégeps, il faut avoir réussi les cours de sciences pures. Là. Il y a certains éléments obligatoires et avoir une cote R de 28. Pour entrer en médecine, l'année passée, je pense qu'ils ont choisi des gens à partir de 34,2 de cote R. Au niveau des Premières Nations des Inuits, la cote R qui va devenir une cote R seuil, donc qui permet d'entrer dans le processus d'admission, ça prend 28. Quelqu'un qui se pointe là avec 27,5 de cote R, même si, moi, je pense sincèrement qu'il serait capable de faire des études en médecine puis de réussir très bien le programme de médecine, bien, il n'est pas admis parce qu'il n'y a pas le seuil minimum pour entrer en médecine. Mais on a quand même la chance, je pense, d'avoir
une cotère révisée, adaptée. Et on a démontré au gouvernement du Québec et à toutes les facultés, au monde entier, qu'on était capable, avec une cotère de 28, de réussir en médecine. Je ne dirais pas facilement parce que c'est très exigeant, mais de réussir autant que ceux qui ont une cotère de 34. Alors, nos étudiants, et il y en a plus de 50, réussissent très bien en médecine. Alors, on a eu 2 échecs depuis 12 ans. Pas 2 échecs, je m'excuse, 2 retraits, là, 2 personnes qui ont cessé leurs études en médecine. Ce n'était pas pour des raisons d'échec, c'était pour des raisons personnelles dans les 2 cas, mais on a eu 2 retraits au cours des 12 dernières années. Alors, c'est quand même là, des choses intéressantes. Donc, on a 6 places de réservées par année. Alors, ça, c'est cumulatif. Donc, cette année, pour vous donner un exemple, on a 6 places, plus on a 4 places restantes qui n'avaient pas été comblées par des Premières Nations et des Inuits dans le passé. Alors, on a 10 places cette année qui sont à combler. Il y a de la présence de Premières Nations dans le processus au niveau des entrevues, il y a des entrevues de sélection, il y a aussi les candidats doivent rédiger une note autobiographique. Les statistiques, comme je vous disais, on a mis 50, on a favorisé l'entrée de 50 étudiants grâce au programme, mais surtout grâce à leur détermination, évidemment, parce que ce n'est pas évident. Souvent, c'est un retour à l'école, c'est pas évident, ça prend beaucoup de détermination. Vous avez eu la chance d'entendre le docteur Stanley Volant. Il est tellement inspirant. C'est certainement un bon porte-parole de toute la détermination nécessaire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Même si le parcours est souvent chaotique ou très difficile, ben, les Premières Nations ont beaucoup de détermination, de volonté, de capacité. Du moins, c'est ce que je crois, puis c'est ce que le programme là, démontre. J'ai eu la chance au fil des ans de participer à plusieurs entrevues de sélection et je vous dirais que c'est des jeunes extrêmement déterminés qui présentent leur candidature et qui vont tout faire pour réussir malgré les obstacles qui arrivent parce que souvent, ils suivent une formation en médecine loin de leur communauté. Ils ont des enfants. Comme je vous disais, ils ont un profil qui est très, très différent des Québécois qui rentrent dans la ville, puis quand leur père était médecin, puis leur grand-père était médecin, puis ils ont eu différents accompagnements qui ont favorisé, si on veut, le développement des aptitudes, des connaissances, des sciences, par exemple. Alors, je ne veux pas être méprisante, je ne veux pas leur enlever le mérite, là. Ils ont beaucoup, beaucoup de mérite aussi, là, soit dit en passant, là, ces étudiants-là québécois, là, je ne veux pas être mal interprétée. Et on a 128 étudiants qui ont fait un stage dans les communautés autochtones. Alors ça, c'est des étudiants qui ne font pas partie du programme, c'est des Québécois qui se rendent dans les communautés et vont faire un stage et reviennent avec une compréhension très différente de la culture, de la réalité des Premières Nations, de qui nous sommes, nos façons de faire, nos façons de communiquer, nos connaissances traditionnelles, nos valeurs, etc. La répartition des étudiants, comme vous pouvez le voir, en bleu, ce sont les Wendat, en Bourgogne, ce sont les Inuits. Alors, ils constituent quand même presque le 2/3 des étudiants représentés dans le programme, ces 2 nations-là, mais il y a quand même une représentation de presque toutes les autres nations au Québec. Et cette année, on a des jeunes là, qui ont postulé de toutes les nations. Alors, on va continuer à avoir une excellente représentation de différentes nations. Alors, ils sont répartis selon leur choix parce que ça fait partie des négociations ou des discussions qu'on a eues quand on a mis en place le programme. Alors, si, par exemple, Louiselle souhaite aller en médecine à McGill, bien, on va tout faire pour tout mettre en place pour que Louiselle puisse accéder à cette faculté de médecine-là, si c'est plus facile, si son beau-frère est là, si sa sœur vit déjà à Montréal, etc., etc. On va, dans la littérature, quand on a travaillé sur le programme initialement, c'était présenté comme un élément de succès, le fait de permettre aux étudiants de choisir leur faculté. Puis ce qui est intéressant, c'est que Montréal
a un bureau ou c'est pas un bureau, voyons, c'est un pavillon, je m'excuse, en médecine à Trois-Rivières. Sherbrooke a un pavillon à Chicoutimi. Alors, c'est intéressant de les jeunes, supposons un Inou de Mastoyache, n'auraient pas nécessairement besoin de déménager à Sherbrooke pour suivre le cours de médecine à Sherbrooke. Ils pourraient aller au pavillon de Chicoutimi, puis ça sera offert par l'Université de Sherbrooke. Je vous fais grâce de ces deux diapositives-là. Je vais laisser le PowerPoint à Joanne, elle pourra vous le partager. On a fait une évaluation du programme, puis il y a différents éléments là, qui ont été retenus, différents trucs qu'on a faits qui ont permis aux étudiants, entre autres, l'encadrement au niveau du programme de mentorat, etc., qui sont des facteurs de réussite. Ici, c'est un petit vidéo, ça dure 5 minutes, je ne vous le présenterai pas, mais c'est une vidéo qui présente la communauté de Kitsakik, qui a été faite par une allochtone, une fille qui ne connaît pas du tout, qui n'avait jamais mis un pied dans une communauté et qui a débarqué à Kitsakik et qui raconte pendant 5 minutes de temps ses constats sur le plan social, sur le plan humain, les relations, sur ses apprentissages. Fait que c'est drôle, elle commence en disant que elle a fait un stage au bout du chemin, tu sais, comme tellement loin pour elle, là, tu sais. C'est avec ses lunettes, mais c'est vraiment humain, puis c'est touchant là, d'entendre cette jeune fille-là qui découvre nos nations, parce que souvent, les Allochtones ne sont pas très familiers avec notre culture puis nos façons de faire. Alors, elle a appris vraiment au cours de son court séjour à Kitsakik des choses extrêmement intéressantes. C'est une communauté qui a, comme chacune des communautés, qui a ses enjeux propres, qui a une situation bien spécifique. Il n'y a pas d'eau courante, il y a un bloc sanitaire au niveau des douches. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Kitsakik qui est avec nous autres aujourd'hui, mais c'est quand même une communauté qui a des enjeux là, bien spécifiques, mais c'est extrêmement intéressant. Puis elle a été accueillie avec tellement de chaleur et d'amour, puis elle le partage là, dans le petit vidéo. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez en prendre connaissance. Et je pense que c'est tout. Je vais fermer ma présentation, mais je reste avec vous autres. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que j'ai répondu à tes attentes, Joanne, et que j'ai su mettre un petit peu de dynamisme à travers un programme assez rigide et carré. J'espère que j'ai su vous intéresser. Merci beaucoup, Sophie. Tu as été parfaite. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu es tellement dynamique. C'est ça. Comment on dit ça? Tu es quelqu'un de très charisme. C'est le fun à entendre. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour Sophie? Y a-t-il des gens qui sont curieux de savoir quand ça se fait, par exemple, la sélection pour rentrer dans les différents programmes ou des choses comme ça? Puis tu vois, en même temps, Sophie, tu répondrais quoi à ça si on te demandait c'est quand vous faites la sélection pour déterminer qui seront les jeunes? Ce serait une question difficile à répondre, mettons que tu m'apposerais, là. Mais je vais la contourner. Regardez-moi bien aller, je vais la contourner. Vas-y. Alors, je profite de cette question pour vous dire que on a un partenariat avec le CEPN qui est en train de se développer et qui va permettre d'offrir des sciences nature à Kiuna, qui est l'Institut collégial des Premières Nations, qui est situé en territoire abénaki. Et ils vont offrir tant en français qu'en anglais un sciences nature qui permettrait à vous, comme à d'autres de vos communautés, d'entrer en médecine. Alors, pour ce qui est de répondre à ta question le plus précisément, il y a des dates butoirs de dépôt de demande pour entrer en médecine, mais évidemment qu'il faut avoir là, les préalables dont je vous ai parlé. Je pense que ça a lieu jusqu'à fin février, mais là, il faudrait regarder là, sur parce que les gens appliquent directement pour chacune des facultés. Il y a 4 facultés. Alors, un candidat, mettons, M. Picard peut décider qu'il applique à Laval. Alors, il faut qu'il respecte les échéances de Laval et les éléments obligatoires. Il faut qu'il remplisse une demande d'admission comme un peu ce qu'on veut, ce qu'on doit faire quand on va au cégep, etc. Là. Alors, c'est un peu le même processus, puis qui joignent ces documents, là, les relevés ministériels, etc. Alors, ça, c'est vraiment le processus universitaire. Fait que
tant au niveau des dates que les éléments qu'un jeune doit fournir, là, je serais moins bien placée. Mais je suis certaine qu'il y a des gens là, qui pourraient vous accompagner au niveau du CDFM. Et sinon, au niveau de l'université, il y a des gens qui sont qualifiés là, pour accompagner les étudiants à ce niveau-là. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions pour Sophie? Soyez pas gênés, vous pouvez ouvrir vos caméras, poser des questions ou y aller dans le chat. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors on va remercier infiniment Sophie là, de sa venue avec nous cet après-midi. Alors, merci à vous aussi, les élèves, d'avoir été présents et d'avoir participé à Viens découvrir différents services avec le Centre des Premières Nations Nikinat de l'Université du Québec à Chicoutimi avec M. Francis Véropol. Également, merci infiniment à Sophie Picard qui est venue présenter le programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et Inuits au Québec en lien avec la Commission de la santé et des services sociaux. Voyons, j'ai toujours de la difficulté à le dire. Là, C3SPNQL, ça coule mieux. Et je tiens à vous dire, demain, étant vendredi, notre dernière journée, on a un conférencier spécial. Alors, je ne sais pas si je vous dis un grand sportif, est-ce que ça vous dit quelque chose? Grand sportif étant, bien sûr, Laurent Duvernay-Tardif. Alors, n'hésitez pas à vous brancher. Demain, nous allons mettre un lien Zoom sur le Facebook du CDFM et vous allez pouvoir vous connecter. Sur ce, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir!